Donc, ça tourne. Donc, toi, tu t'appelles Moussa Alaoué, c'est ça? Ah oui, Alaouié. Et tu es maraîcher bio euh, en agriculture paysanne pour la coop Les Champs des Possibles. Donc, c'est une SCIC SARL qui est coopérative agricole d'entrepreneurs pour les activités qui sont relatives à l'agriculture, l'alimentation et au développement territorial local. Donc, c'est aussi un organisme de formation qui est au service des pros et des futurs pros, partenaires des collectivités territoriales dans le développement de projets alimentaires territoriaux. Donc toi, en fait, tu travailles en tant que maraîcher dans un espace d'activité agricole en polyculture et élevage de 74 hectares à Villenox-la-Petite. Donc en fait, c'est en Seine-et-Marne, un peu en dessous de Provins. Et la particularité de cette exploitation est qu'elle est en polyculture et polyélevage avec plusieurs ateliers. Donc, il y a Abdenour et Isabelle qui ont des chèvres laitières et qui font aussi du fromage. C'est bien ça? oui. Toi, tu fais du maraîchage avec Adrien et Michel. Euh, Tu fabriques aussi des solutions fermentées et tu apportes des algues, de la mélasse et du guano sur les planches de culture grâce à tes camarades. Et en fait, je m'aperçois qu'il y a un livreur qui arrive. Je vais mettre sur pause l'enregistrement. J'arrive. Donc, je reprends. Alors non, juste une précision, c'est pas mes collègues qui me fournissent de la mélasse, je les achète de l'extérieur. Ça. Ah, d'accord, tu les prends à l'extérieur. Euh, je reprends. Du coup, on parlait oui, de tes planches de culture. Mhm. Euh, euh, non, Michel élève des poules pondeuses. Oui. Émilie fait du pain au levain. Ils ont un champ de blé également qui est cultivé par Abdenour, c'est ça? Non, on le fait à façon, les céréales. D'accord. Donc, du coup, ça fait du fourrage pour les animaux. Vous êtes à peu près en autonomie finalement pour la paille. Oui, pour Euh, la nourriture des animaux, oui. ouais, Sauf pour les poules. d'accord. Et puis, vous avez du coup un atelier de transformation alimentaire avec Pierre. Et puis, un élevage de moutons, du coup, en itinérance. Oui, en transhumant, en itinérance permanente. Alors, vous êtes combien de personnes du coup en tout? Une dizaine, c'est ça? Une dizaine, ouais. Une dizaine. Ouais. Euh, et donc, dans cet espace de polyculture et polyélevage, qu'est-ce qui va changer finalement, on va dire en termes de finances ou humainement ou logistiquement, entre ce format-là dans polyculture et polyélevage, finalement qui n'est pas si mécanisé que ça, par rapport à un GAEC qui va être diversifié grande culture, avec plus de 200 animaux, en termes de diversification, est-ce que, comme vous êtes diversifié mais pas sur les mêmes formats, finalement, qu'est-ce que ça implique en termes de différence? Tu peux répéter ta question? Je n'ai pas très bien compris où tu veux En en fait, venir au niveau avant et après. c'est une question qui parle entre la diversification. C'est vraiment une question orientée sur la diversification des activités en agriculture. Là, vous êtes en polyélevage et polyculture, donc sur 74 hectares. Est-ce qu'il y a une différence avec une entreprise agricole diversifiée, mais qui fait de la grande culture avec un élevage de plus de 200-300 animaux qui sont sur 200-300 hectares, par exemple? Ah, oui, déjà, par rapport au circuit de commercialisation, ce n'est pas la même chose. Et par rapport à la dynamique de la ferme, je dirais, où là, notre objectif, ce sera vraiment de travailler en commun avec toutes nos activités et que tout le monde se dégage un salaire. Donc, on fait principalement du circuit court, on fait que du circuit court même, sauf pour les céréales où il y a une partie qu'on envoie aux coopératives agricoles. Mais sinon, pour les légumes, le fromage, la viande, etc., c'est que du circuit court, du direct. Et du coup, l'objectif, c'est que tout le monde se dégage un salaire avec un objectif à moyen long terme où on mutualiserait nos activités tous ensemble. C'est-à-dire que moi, mon objectif en maraîchage, c'est de me dégager du temps une grosse partie de l'année pour pouvoir prêter main forte aux autres activités, que ce soit la transfo, le pain ou la production de fromage de chèvre avec Abdenour. Donc voilà, c'est un peu ça la différence où sur 300 hectares, en général, ils sont tout seuls, ils n'ont pas beaucoup de personnes et ils sont sur des commercialisations longues parce qu'ils ne font pas de transformation pour la plupart. Et du coup, ils n'arrivent pas à s'en sortir, en fait. Parce que pour un céréalier, même un polyculteur élevage
classique, on va dire, il fait très peu de transformation. Donc, soit il fait du lait, mais pas de fromage, et du coup, il est obligé de faire de grosses quantités, mais de le vendre à pas cher. Donc, qui dit grosse quantité, grosse surface, dit beaucoup de charges. Et du coup, ce qui est important, ce n'est pas le chiffre d'affaires global. Ce qui est important, c'est la marge que tu te fais, quoi. Et du coup, je ne sais pas si j'ai bien répondu à ta question, mais c'est un peu ça comment je vois les choses, quoi. D'un côté, des grosses surfaces, des circuits longs de commercialisation, pas beaucoup de revenus. De l'autre côté, nous, des plus petites surfaces, une commercialisation directe, de la transformation, et on marge au maximum, quoi, sur notre production. Ok, je vois. Du coup, dans votre modèle économique, par rapport aux différents ateliers d'activité que vous avez, est-ce que tu sais comment se découpe la répartition du chiffre d'affaires, même en pourcentage globalement, comment vous répartissez les revenus par rapport à l'activité en général? Alors, actuellement, chaque personne est maître de son activité et du coup se verse un salaire par rapport à ce qu'il a réussi à produire sur son activité. Avec un objectif, disons qu'on n'est pas tous arrivés au même moment, les activités n'ont pas démarré au même moment, et du coup, chacun sécurise déjà son activité. Et une fois qu'on aura bien avancé là-dessus, on réfléchira à tout mettre en commun, tout salaire commun, etc., quoi. Alors, la première étape, c'est la commercialisation en commun. Donc là, pour l'instant, on a des commercialisations en AMAP. Je ne sais pas si tu sais ce que c'est. Oui. C'est des associations de consommateurs qui nous achètent directement nos productions à l'année. Et là, pour l'instant, on mutualise des AMAP. On a une boutique à la ferme qui a été créée aussi dans ce but-là de mutualiser les commercialisations. On développe les marchés en commun. Et voilà, c'est-à-dire que quand on aura une commercialisation commune, quand on aura un partage des activités où tout le monde travaillera de la même manière dans la ferme, là, on mettra tout le monde au même pied d'égalité, c'est-à-dire que vacances communes, salaire commun, enfin voilà, c'est un peu l'objectif sur le moyen long terme. D'accord. Là, pour la partie maraîchage, donc vous êtes 3, c'est ça? En maraîchage. Comment s'intègre le maraîchage dans cette entreprise de polyculture et polyélevage? Quelle est sa place en proportion par rapport à la synergie, ce que vous apportez actuellement? Au niveau de l'ancienneté, le pôle maraîchage, c'était le pôle le plus stable. Donc, on va dire que c'est le pôle le plus solide dans la ferme, et c'est aussi celui qui permet une rentabilité assez rapide avec la boulangerie. Mais disons qu'il est bien présent parce que historiquement, c'est le plus actif, c'est là où il y a eu le plus de monde. Après, c'est aussi celui qui, pour l'instant, dégage le plus de chiffre d'affaires. Donc, c'est un pôle pas négligeable. Après, l'idée, c'est aussi que l'activité élevage prenne de l'ampleur. Hein, donc, l'idée, c'est pas de rester comme ça tout le temps. Et après, au niveau des interactions, il n'y a pas vraiment d'interaction à part au niveau des flux de matière organique. Mais sinon, là, pour l'instant, on n'a pas d'interaction plus que ça. Et l'idée, c'est que dans le maraîchage, on réussisse à se dégager beaucoup de temps pour pouvoir aller se disperser sur les autres activités. C'est-à-dire que la différence avec de l'élevage, par exemple, en élevage, il y a beaucoup d'astreintes, alors qu'en maraîchage, il y a beaucoup moins d'astreintes. Donc, le temps est beaucoup plus à géométrie variable suivant la période et le temps, quoi. Donc, du coup, ça nous donne plus de flexibilité et du coup, on va pouvoir se disperser pour aider les copains. Et en retour, on espère aussi que les autres activités vont nous aider pendant les périodes intenses. Et pareil pour la boulangerie. En boulangerie, quand Émilie a ses journées de boulange, elle ne peut rien faire d'autre. Elle est occupée à ça tout le temps et tout est chronométré, millimétré parce qu'elle travaille avec du vivant et qu'elle ne peut pas faire autrement. Et du coup, c'est vraiment des astreintes par rapport à nous où on a des périodes intenses, mais c'est variable. Voilà. D'accord. Et du coup, pour ta part, quel est ton parcours d'origine personnellement et pourquoi est-ce que tu t'es orienté vers le maraîchage? Alors, à la base, moi, j'étais ingénieur. J'ai fait des études d'ingénieur parce que j'étais bon en maths.
pas vraiment parce que j'étais fan de l'ingénierie. Donc, j'ai tenu 2 ans et puis ensuite, ça m'ennuyait plus qu'autre chose. J'avais l'impression d'avoir fait le tour et puis c'était pas vivant, quoi. Donc, j'étais dans les télécommunications, donc des antennes, ça parle pas vraiment, ça m'intéresse pas. Et j'avais une fibre quand même, j'avais une fibre écologique, une fibre sur l'alimentation, etc. Donc, mais bon, là, le monde agricole était loin de moi. Enfin, moi, je n'avais pas de lien avec l'agricole et je pensais que c'était pas accessible. Je ne savais pas qu'il y avait des écoles. Je pensais qu'on était paysans parce qu'on était fils de paysans et pas autre chose, avec des modèles d'agriculture de plein champ uniquement. Donc, je me suis dit, moi, m'installer sur une ferme de 100 hectares avec des tracteurs de 1 million d'euros, bah non, c'est pas possible, c'est pas pour moi. Et puis, au fil des rencontres dans des milieux associatifs, j'ai rencontré un maraîcher qui venait de s'installer. Il a fait sa reconversion il y a 3 ans. Il venait de s'installer et il ne connaissait rien en légumes. Il ne venait pas du monde agricole et il n'était pas super riche non plus, quoi. Il était au chômage avant de se lancer. Donc, je me suis dit que si lui l'a fait, moi aussi. Et j'ai fait quelques stages chez lui. Et puis ensuite, je me suis dit, allez, on passe le cap. Et du coup, dans quelles conditions s'est passée ton installation dans cette structure? Est-ce que tu as eu des illusions, des problèmes? Alors, moi, j'ai voulu m'installer tout de suite. Je me suis dit que j'allais m'installer en Île-de-France parce que j'ai grandi dans cette région. Et certes, c'est difficile, mais je ne me voyais pas partir ailleurs. Et aussi par rapport aux convictions que j'avais. C'est-à-dire que moi, je me suis lancé dans l'agriculture pour une des choses qui m'a attiré, c'est que actuellement, on est un peu dans une crise agricole. Il y a de gros enjeux à relever. Et l'Île-de-France, c'était pour moi le cadre idéal pour faire face à ces enjeux. Et du coup, mais aussi parce qu'il y avait une dynamique humaine qui était intéressante. Alors, je me suis dit, autant rester là. Et en Île-de-France, c'est très, très dur de s'installer. Donc, trouver des terrains, c'est hyper compliqué, c'est super cher. Et les terrains ne sont pas tous. C'est pas des super terrains, c'est pas des terrains idéaux pour le maraîchage. Et du coup, j'ai postulé sur quelques offres et avec un collectif au départ, on était 3 et ça n'a pas vraiment marché parce que ça pataugeait, ça ne fonctionnait pas très bien. Et puis au bout d'un moment, on a vu que ça ne le faisait pas, quoi. Enfin, à force de patiner sur les différentes offres, le collectif s'est dilué, s'est dissous. Et moi, j'étais en parallèle, j'étais dans cette coopérative en tant qu'entrepreneur à l'essai. La coopérative, le rôle de formation, on fournit des formations, mais on propose aussi une pépinière d'entreprise où la personne peut venir essayer son activité sur 1 année à 3 années avant de se lancer pour voir si c'est fait pour elle ou pour essayer, pour se confronter à des échecs, se confronter à elle-même avant de se lancer. Et du coup, moi, j'étais en test d'activité. Donc, j'essayais pour la 2e année mon activité de maraîchage avec une commercialisation en AMAP. Et au bout d'un moment, moi, mes projets, ils tombaient à l'eau les uns après les autres, mes projets d'installation. Et au même moment, la coopérative avait besoin d'une personne pour stabiliser l'activité de maraîchage, pour être associé de la coopérative. Et ça m'a plu, le collectif m'a plu dans cette ferme, la dynamique humaine aussi. Et du coup, vu qu'il n'y avait que des échecs aux alentours, je me suis dit, c'est l'occasion aussi, c'est peut-être ma voie de rester là, quoi. Ok. Donc, c'était un effet d'opportunité, mais aussi de providence, finalement. Oui, on peut dire ça. Et depuis que tu t'es installé, est-ce que tu as remarqué des grosses évolutions, par exemple des travaux, du réinvestissement, des extensions, la modification de quelque chose en particulier, que ce soit activité ou système de gouvernance? Est-ce qu'il y a eu des évolutions? La ferme, elle est en perpétuelle évolution. En fait, chaque année, on pourrait faire des gros chantiers. Ce qui nous freine, c'est l'énergie, l'argent. Et voilà, quoi. Et alors, quand je suis arrivé, il y avait beaucoup de choses à remettre en ordre. Et là, ça finit pas. Que ce soit refaire des chemins, construire un bâtiment isolé pour pouvoir accueillir des gens et pour pouvoir être dans cette ferme dans de meilleures conditions.
Là, actuellement, au niveau maraîchage, alors il y a des chantiers au niveau de la ferme et il y a des chantiers au niveau du maraîchage. Alors là, en ce moment, le gros chantier qu'on a en vue au niveau du maraîchage, c'est qu'on doit refaire toute l'irrigation. L'irrigation, en fait, cette ferme, au départ, elle était que en céréales et en élevage. Ils ont commencé avec un petit pôle de maraîchage et petit à petit, le pôle maraîchage a grandi de plus en plus. Donc, au début, il y avait de l'irrigation pour une petite surface. Et là, on a triplé la surface et du coup, faut tout refaire au niveau de l'irrigation. Et ça, c'est un gros chantier, quoi. Enlever l'existant et repartir à zéro. Ouais. Donc, c'est de par l'apport de cet atelier et surtout l'extension, quoi. Ouais. Et comme tu disais que le maraîchage, c'est l'activité la plus stable, c'est la stratégie que vous avez prise, c'est d'investir dans l'irrigation parce que c'est prioritaire. Parce que c'est prioritaire et surtout, ça va nous permettre de gagner du temps et de gagner en confort, d'automatiser cette irrigation pour voilà, enfin, gagner du temps, se dégager du temps et faire autre chose, participer, pourquoi pas, aux autres activités de la ferme et être plus efficace dans la globalité, quoi, de la ferme. Et du coup, tu disais que comme chaque professionnel est responsable de son périmètre d'action et lui-même investisseur de sa propre activité, si par exemple… Oui. 2 secondes. Hein. Pas de souci. Je peux reprendre, vas-y. Alors du coup, oui, la question c'était par rapport à la stratégie d'investissement dans des lourds chantiers. J'imagine que le professionnel qui s'occupe du maraîchage, est-ce que c'est lui qui investit avec son entreprise toute l'irrigation, par exemple, ou est-ce qu'il y a une forme de coopération avec les autres professionnels des autres ateliers? Alors, actuellement, vu que les chiffres d'affaires et les temps de présence sur la ferme ne sont pas homogènes, c'est surtout sur les maraîchers que ça repose. Et toutes les activités sont indépendantes. En fait, toutes les activités sont déjà assez chargées, on va dire, pour leur rajouter quelque chose en plus. Surtout que là, cet investissement, il bénéficiera surtout aux maraîchers et les autres, ils ne sont pas du tout impactés, quoi. Donc, même nous, les maraîchers, c'est hors de question de leur faire payer quelque chose qui ne bénéficieront pas. Si par contre, on arrive à un moment où on peut donner des coups de main aux autres ateliers parce qu'on aura réussi à se dégager du temps et du confort, là, oui, tous les investissements seront revus autrement, quoi. C'est-à-dire que si on a besoin de se racheter un autre tracteur pour être plus performant et plus efficace, ça veut dire se dégager plus de temps pour aider les autres. Là, carrément, on mutualiserait l'investissement sur toute la ferme, quoi. D'accord. Parce que ça bénéficierait à tout le monde. Ok. Sans même parler de salaire commun, même si on n'est pas encore sur un salaire commun, comme on est là à donner des coups de main un peu partout, là, tout de suite, ça se revoit différemment. Ok, je vois. Du coup, toi, comment se passe, est-ce que tu peux me raconter une journée type pour toi? Comment se passe ta journée au quotidien, du matin jusqu'au soir? Qui dit? Du matin jusqu'au soir, est-ce que ça change selon les journées? J'imagine que oui. Alors oui, carrément, ça change selon les journées et ça change surtout la météo, quoi. Oui. C'est la météo qui te dit comment tu vas l'organiser. Et je dirais que moi, je n'ai pas trop une organisation type par jour, c'est plus par semaine. J'ai mon organisation sur la semaine et qui se répète, on va dire, plus ou moins. Donc, la première chose que je fais, c'est un tour d'horizon pour voir les priorités de la ferme, s'il y a des urgences ou pas, s'il y a eu un gros coup de vent et que ça a enlevé tous les voiles et qu'il faut vite aller les remettre, enfin voilà, ce genre de choses. S'il y a la pompe d'irrigation qu'il faut aller changer parce qu'elle est tombée en panne, enfin, ça nous est arrivé plusieurs fois, en plein été en plus. Donc, c'est des choses urgentes, quoi. Donc, c'est d'abord les urgences. Puis ensuite, je fais un tour au niveau de mes semis, ma pépinière de plants, là, pour voir qu'est-ce qui est urgent. C'est un peu la pépinière qui va me dire qu'est-ce que je vais devoir planter assez rapidement. Donc, du coup, c'est par là que je commence. Et ensuite, il y a toujours des planches à préparer pour les futures plantations. Donc, destruction de l'engrais vert, moulinage du sol, etc., pour bien préparer la terre. Ensuite, mercredi, jeudi, c'est mes jours de récolte et de distribution. Donc là, je fais que de la récolte, de la distribution. Et puis, l'irrigation, je dirais, c'est en fonction de la météo. Ça dépend. C'est assez régulier. Moi, j'ai une stratégie où je n'irrigue pas beaucoup, même si on a un sol très drainant, très filtrant, où il faudra arroser beaucoup.
moi, je me dis que la plante a peut-être pas besoin d'être trop arrosée, je l'ai fait souffrir beaucoup, en fait, on va dire. Mais c'est une stratégie que j'ai en ce moment. Donc, j'arrose pas énormément, mais je dirais que tous les 2-3 jours, je fais un tour complet de la ferme, quoi, au niveau de l'irrigation. Et puis, samedi, dans l'idéal, on travaille que le matin. C'est un peu plus détente. C'est la période où moi, je fais mes semis, ou voilà, quelques petites plantations, des petits travaux, quoi. C'est aussi la journée où on accueille les Amapiens. On leur demande de venir à la ferme pour participer à des tâches avec nous, quoi, pour qu'ils comprennent un peu ce que c'est que le travail au quotidien, quoi. Okay. Voilà, c'est un peu comme ça. Et puis après, il y a des périodes, il y a des dominantes, tu vois. C'est-à-dire qu'en ce moment, c'est plus du travail du sol et des plantations. Au mois de juin, ça va plus être du désherbage. Et vers le mois d'août, septembre, c'est plus des récoltes. Donc, effectivement, c'est la nature qui décide un petit peu. C'est Obligatoire. Mais du coup, qu'est-ce ça. que tu préfères le plus dans ton activité? Alors, ce que je préfère le plus, c'est semer de l'engrais vert. Mais disons que ce qui est de bien dans ce métier, c'est que c'est le changement. En fait, c'est que tu fais jamais la même chose. Même quand tu décides quelque chose, au final, tu finis par changer pour t'adapter. Et du coup, moi, ce qui me fait vraiment, vraiment plaisir dans ce métier, c'est l'adaptation. C'est qu'on est constamment en train de s'adapter, que ce soit nos pratiques, notre quotidien, sur la semaine, sur nos prévisions. C'est toujours de l'adaptation, quoi. Tu fais un prévisionnel au niveau de tes plans, tes dates, ton assolement, et tu te rends compte qu'à la fin de l'année, tu as toujours un réajustement parce que tu respectes globalement la ligne de conduite que tu t'es fixée, mais tu as toujours des choses qui changent, quoi. Là, c'est ce que je préfère le plus. Un truc monotone, ça n'irait pas, quoi. Ah, ok. L'ingénierie, ça m'ennuyait parce qu'en 3 mois, tu avais l'impression d'avoir fait le tour de ton poste. Ouais. Et que pour avoir plus de défis, il fallait que tu changes de métier, quoi. Ce que tu aimes, c'est relever des défis, l'imprévu et le côté nouveauté, surprise, quoi. C'est ça, surprise, Ouais. urgence, aller sauver un peu, quoi. Tu dois aller sauver les meubles à droite à gauche, quoi. Ah ouais, il y en a qui n'aiment pas du tout, mais toi, c'est on dirait plus c'est difficile et plus ça te, Là, ça te quand stimule. c'est trop calme, à chaque fois que je planifie des choses pour que je me prenne du temps pour moi, que c'est calme, que je suis dans les temps, il faut toujours que je me trouve un truc à faire pour rebondir sur autre chose, quoi. Parce que sinon, tu fais le tour de ta ferme, c'est ennuyant, quoi. Ah C'est oui. d'ailleurs pour ça que j'ai choisi le maraîchage et pas une autre filière agricole. Tu vois, l'arboriculture, ça m'aurait ennuyé, les céréales, ça m'aurait ennuyé. Même si ils travaillent à fond, ils sont à fond H24, c'est à vous de faire souci là-dessus, mais faire trop de culture ou 5 dans l'année, ça ne m'intéresse pas, quoi. Le maraîchage, on est sur de légumes qu'on fait différents avec des itinéraires techniques différents, quoi. Et du coup, qu'est-ce que tu trouves le plus difficile pour toi dans ton métier? Je ne me réponds pas à la monotonie si les jours ou les samedis après-midi. Alors non, le plus dur, c'est l'organisation. Ouais. C'est d'être organisé. Il y a beaucoup de porteurs de projets, d'agriculteurs, de nouveaux paysans qui sont contents de travailler avec la nature et tout. Alors ça a l'air cool quand on voit les choses de cette manière, mais c'est un métier qui peut t'écraser si tu n'es pas organisé, quoi. Et ça, pour moi, c'est le plus dur. C'est d'avoir une bonne organisation. Travailler dans le froid, sous la chaleur, que ce soit un métier pénible, ça, c'est acceptable. Mais ce qui vraiment t'écrase, c'est le manque d'organisation. C'est quand tu te fais dépasser par les événements, c'est quand tu te retrouves au mois de juin à prendre du retard sur différentes choses et tu te retrouves à devoir planter, arroser, récolter, désherber, et tu vois que tu es en retard sur toutes ces choses-là. Quand tu es en retard sur plein de choses, tu peux vite décrocher, quoi. Enfin, si tu n'es pas solide. Et du coup, le plus dur pour moi, c'est l'organisation. Parce qu'à l'inverse, si tu t'organises correctement, disons qu'en maraîchage, on dit qu'on ne gagne pas du temps, on le déplace le temps. C'est-à-dire que soit tu décides de faire des journées de 20 heures, soit tu t'organises pour faire des journées de 7 heures, tu vois, mais bien remplies, bien organisées, et au moins, tu n'es pas dans le rush, tu n'es pas dans le retard. Ça Ça, t'a pour moi, pris du c'est… temps pour installer une discipline qui te permet de ne pas dépasser 7 heures par jour?
Tu fais du 7 heures par jour maintenant? Euh, ouais, ça arrive après 6 années, c'est pas évident. Et là, pour l'instant, on n'est pas dans la plus grosse saison, donc c'est facile, on va dire, de respecter les 35 heures ou les 40 heures. Mais là, j'y arrive aussi parce que j'ai pris une salariée qui m'aide beaucoup à respecter ce timing. Mais c'est aussi l'organisation. Au départ, en fait, tu ne te rends pas compte que tu te mets dans le rouge. C'est que tu ne le sais pas. C'est que, en fait, tu es dans le rouge quand tu es dedans. Mais au début, tu ne vois pas les conséquences. Tu ne comprends pas que si tu ne désherbes pas ta culture maintenant, ça va te prendre une demi-heure. Mais si tu ne le désherbes pas maintenant, ça va te prendre dans une semaine, ça va te prendre 2 heures, quoi. Et ça, au départ, tu ne le sais pas. Donc, tu ne comprends pas vraiment. Mais à force d'échecs, tu finis par apprendre et à t'organiser. Et Donc, ça prend du temps. Ça prend du temps. ta technique, tu l'as mise en place petit à petit en fil des années, quoi. C'est ça. Hmm. C'est ça. Et je me dis que c'est pas grave. Enfin, l'idée, c'est aussi d'essuyer les plâtres pour les générations futures. Tu vois, dans le collectif de maraîchers, il y en a qui s'en vont, il y en a qui reviennent. Et l'idée, moi, ce que j'aimerais, c'est que le jour où je déciderai de partir de cette ferme, bah, je transmette une organisation, un travail, une méthode à quelqu'un qui connaît rien au maraîchage, mais qui viendrait et qui, en l'espace d'une année, bon, il va peut-être souffrir la première année, le temps parce que c'est nouveau pour lui, mais au bout d'une année, j'espère bien qu'il puisse travailler de manière efficace, 35 heures par semaine, en se prenant des vacances, de manière convenable, avec un bon salaire, quoi. Et là, je me dirais que j'aurais réussi ma mission, entre guillemets. Enfin, là, je serais content de moi, quoi. Si je pars et que quelqu'un vient et recommence tout comme moi à zéro, bah, je ne serais pas satisfait. Toi, tes cultures, elles sont sur combien d'hectares? Alors, on va dire 2 hectares en gros, mais tout n'est pas cultivé. Et je cultive sur un peu plus d'un hectare, un hectare 5, on va dire. D'accord. Donc, tu témoignes du fait que tu peux faire du 35 heures par semaine pour cultiver 1 hectare si on est bien organisé. Ça dépend, en fait. Ça dépend de tellement de choses. Au départ, c'est vrai que moi, j'avais ce genre de réflexion. Maintenant, j'ai abandonné. Enfin, si un maraîcher il y arrive, tant mieux pour lui. Et c'est peut-être parce qu'il avait les conditions pour. Si un autre maraîcher n'y arrive pas, c'est peut-être qu'il n'y arrive pas et c'est pas forcément à cause de son terrain, ça peut être à cause de sa vie privée, ça peut être à cause de plein de choses. Et faut tendre vers un modèle comme ça. Et puis si sur 1 hectare tu y arrives, tant mieux. Si tu y arrives sur 2 hectares, tant mieux aussi, quoi. L'important, c'est que tu travailles pas trop, tu gagnes un bon salaire et tu travailles avec de bonnes méthodes. Et puis, c'est vrai que je l'ai souvent entendu, ça, est-ce qu'on peut vivre sur 1 hectare ou est-ce qu'on peut vivre sur 2 hectares, etc. Et il y avait beaucoup d'influence de l'agriculture où on était sur de l'intensif. On voulait tout intensifier pour tout réduire. Et maintenant, c'est l'inverse, quoi. Et avec beaucoup de paysans, c'est un peu ça qu'on se dit, c'est maintenant, il faut être dans l'extensivité et pas dans l'intensif. L'intensif, c'est bon pour un jardinier. Déjà, il n'a pas beaucoup de place, mais il a le temps de faire certaines pratiques. Maintenant, pour se simplifier la vie, moi, avant, j'étais pareil, je voulais utiliser le moins possible la mécanisation, etc., dans l'intensif, sur 1 hectare, etc. Et au final, ça demande beaucoup de main-d'œuvre et c'est très chronophage. Donc, si tu as 3-4 salariés, ça le fait. Mais si tu es tout seul et que tu as un salarié et que tu ne veux pas avoir énormément de salariés, parce que les salariés, c'est de la gestion, c'est une autre activité, quoi. Enfin, c'est pas évident. Il faut avoir des gens sur qui compter. Et salariés, il y en a, au bout de 3 ans, ils s'en vont et c'est pas sûr que tu puisses le remplacer, quoi. Donc, maintenant, moi, ma philosophie, c'est d'être dans l'extension, de miser sur des engrais verts, d'utiliser une planche par saison et de la laisser se reposer, de l'amender ou de mettre un engrais vert derrière pour pouvoir la réutiliser après, quoi. Mais de gagner du temps là-dessus, de gagner du temps en étant mécanisé. Mais mécanisé, ça ne veut pas dire passer 3-4 fois le tracteur. Michel, mon collègue, lui, sur certaines planches, il y passe 3-4 fois, voire même 5 fois, parce qu'entre-temps, ça s'est réenherbé et qu'il doit repasser dessus. Alors que moi, en étant dans l'extensivité,
Une fois que j'ai récolté ma culture, je mets un engrais vert, je laisse faire. Stratégie du laisser-faire qui vient du Japon, là, on laisse faire, on laisse agir la nature. Et quand j'ai besoin de la planche, je passe un coup de broyeur, un coup pour travailler le sol, alors un deuxième pour raffiner, et puis c'est tout, quoi. Je n'ai pas besoin de passer en long, en large pour casser les mottes, parce que c'est pas très bien, parce que je dois refaire le travail. Quelques passages efficaces de tracteur avec un outil animé. C'est vrai qu'au départ, j'étais contre les outils animés, mais ça fait le job. Je le fais et puis voilà quoi. Enfin, ma planche est prête, je peux planter et puis j'ai qu'à désherber quoi. Et en mieux, ce que je peux faire, si j'ai assez de main d'œuvre, enfin, j'y suis pas encore, mais c'est un des objectifs que je veux atteindre, c'est que quand mon engrais vert est semé et qu'il a poussé et que je veux utiliser la planche, je mets une bâche d'occultation pour détruire l'engrais vert. On va dire 2 mois, 3 mois avant que j'en ai besoin. Je débâche et puis voilà, tout a été décomposé et j'ai plus qu'à planter ou à semer quoi. Donc ça c'est encore mieux. J'ai quasiment pas fait de tracteur pour l'utiliser. Et tout ça fonctionne parce que je suis dans l'extensivité. Moi ça me dérangerait pas d'être sur 10 hectares et de mettre de grosses surfaces en jachère en engrais vert pour que ça se régénère et que j'ai pas besoin de faire d'amendement ou d'apport extérieur. En étant sur 10 hectares, je cultiverai voilà, ce que j'aurais à cultiver et je serai autonome sur ma ferme et puis voilà, je n'ai pas de problème avec ça. Alors après, il ne faut pas non plus être sur 15 hectares pour 1 hectare de maraîchage, enfin, il y a une logique. Mais tu vois, plutôt que d'être sur 1 hectare, de travailler sur 35 heures et de se dégager un bon salaire, moi je dirais vaut mieux être sur 3 hectares et se dégager un bon salaire là-dessus, quoi. En n'étant pas sur de l'intensif, en mettant une grosse partie en engrais vert et ça, voilà, on n'a pas besoin, on est autonome sur son apport de matière organique, quoi, parce que c'est l'engrais vert qui va nous servir d'apport. Et voilà, quoi. Enfin, je ne sais pas si ça a répondu à ta question. Si, c'est clair. En tout cas, ça permet d'en savoir plus sur ta technique, tes préférences. Et puis, ça met bien en exergue finalement les a priori qu'on peut avoir sur le bio-intensif, sur l'extensif, sur quels sont les avantages et les inconvénients. Parce que du coup, tu as expérimenté les deux et tu as bien vu que finalement, l'extensif, quand on est moins en personnel, c'est peut-être mieux finalement. Alors que les gens peuvent avoir peur parce que 3 hectares, ça a l'air énorme, tout seul, c'est compliqué et tout. Mais au final, si on t'écoute, on se dit, bah, en fait, c'est le seul qui travaille un peu tout seul, quoi. C'est ça, c'est ça. Alors que l'intensif, ça demande beaucoup de travail, beaucoup plus de travail. d'intervention. Ouais. C'est comme les cultures associées. C'est génial, les cultures associées, mais bon, déjà, c'est très, très, très technique. Mais le peu que tu utilises, déjà, je pense qu'on est dans une phase de recherche au niveau des cultures associées. Alors moi, j'ai essayé d'associer certaines cultures, mais associer des cultures, ça demande beaucoup plus de temps, beaucoup plus de main-d'œuvre. Par exemple, tu vois, quand tu fais des cultures associées, les planches, elles ne vont pas se libérer au même moment. Et du coup, c'est une prise de tête supplémentaire. Que moi, à mon stade, en tout cas, je préfère dédier une planche par culture plutôt que de mélanger les deux, quoi. Parce que voilà, je ne vais pas être gêné par la deuxième culture, je vais faire mon truc, ça va être simple dans ma tête, je vais faire le truc et puis voilà, je vais passer à autre chose. Alors qu'un jardinier, lui, il pourrait peut-être plus le faire, tu vois, les cultures associées, tout mélanger, alors lui, il n'y a aucun souci, quoi. Désherber avec 3-4 cultures sur la même planche, c'est pas un problème, il est sur un jardin, il est sur une petite surface. Mais quand tu es sur une grosse surface et que tu travailles dans tous les sens, les cultures associées, c'est pas évident, quoi. C'est pas évident. Est-ce que tu as déjà eu des catastrophes sur tes cultures, que ce soit des ravages, des problèmes d'intempéries, des parasites, des maladies? Ah oui, je dirais que chaque année a son malheur. D'accord. Chaque année a son malheur. Il y a une année, c'était la sécheresse, mais nous, on peut arroser, donc on n'est pas tant impacté que ça. Par contre, c'était une année où on a eu une invasion d'altise. L'altise, c'est un petit insecte piqueur-suceur noir qui vient sur les crucifères, tout ce qui est choux, colza, etc. Et du coup, on a eu une invasion d'altise. Les feuilles étaient noires d'altise. Et du coup, ça a été la catastrophe sur les choux, les navets, les radis.
Et des planches, je me souviens que vous avez passé 3 jours à désherber. En l'espace d'une journée, les feuilles étaient devenues de la dentelle, quoi, parce que vous étiez fait exterminer nos choux. Et comment vous avez Là, résolu le problème? on n'a pas résolu le Ah problème. bon, pas de résolution. Ok. Il n'y a pas eu de solution, en fait. Tu peux rien faire, quoi, quand c'est tellement intense que même les produits homologués, ils ne faisaient pas l'affaire. Les produits, tu vois, ils peuvent ralentir, mais ils ne peuvent pas détruire autant d'insectes à la fois, quoi. Et puis, il suffisait que le voile, tu vois, se soulevait. On met des voiles de culture pour protéger contre les altises. Il suffisait qu'il y a un endroit où ça s'ouvrait, tu as toutes les altises qui rentraient et à l'intérieur, c'était fini, quoi. Et des fois, ils se baladent même à travers le sol, donc le voile ne servait à rien. Et quand c'est comme ça, vous avez des aides? Alors non, nous les maraîchers, on n'a pas d'aide et ceux qui prennent des aides, c'est les céréaliers surtout, et ils ont des assurances pour les dégâts contre la grêle. Mais nous, non, nous ce qu'on fait, c'est qu'on ne met pas tous nos œufs dans le même panier. Quand on est maraîcher en diversifié, on diversifie le plus possible. Donc si les choux ne fonctionnent pas, c'est pas grave, on a plein d'autres légumes pour les remplacer. D'accord. Donc, T'as combien par de contre, références, toi? combien de légumes? Ouais. 70 légumes et puis pour chaque légume, je ne sais même pas, enfin c'est à peu près une cinquantaine, 70 légumes différents. Et puis pour chaque légume, on a plusieurs variétés, tu vois, qu'on cultive. Ok. Et il n'y a pas que les tomates, où il y a plein de diversité, quoi. Enfin, même sur le fenouil, les salades, enfin voilà, on s'amuse plein de choses. Et du coup, quand on subit un truc comme ça, c'est toujours, voilà, on l'a subi, tant pis, maintenant on réfléchit pour l'année prochaine. Et du coup, l'année d'après, j'ai racheté plein de voiles assez épais pour bien se protéger. J'ai déplacé mes dates de semis pour m'adapter, etc. Sauf que manque de... Attends, je crois que c'était à cette année-là. Non, c'est 2 ans plus tard. L'année d'après, ça a fonctionné. J'ai eu des beaux choux et tout. Il n'y avait pas eu autant de pression au niveau des altises, donc c'était juste une année particulière. L'année dernière, on a eu beaucoup de pluie, très peu de soleil, très peu de chaleur, beaucoup de pluie. Donc le mildiou qui a fait des ravages un peu partout. C'était la première année où j'avais fait une application cuivre sur les pommes de terre ou les oignons. Et ça a servi à rien, quoi. Donc, morale de l'histoire, je n'utiliserai plus jamais de cuivre de ma vie. Je pense que ça ne sert pas à grand-chose. Et les plants avaient résisté beaucoup. Enfin, je pensais qu'ils allaient tomber malades très vite, alors que pas du tout. Ils ont résisté pas mal de temps avant de choper le mildiou, quoi. Et puis là, cette année, je ne sais pas ce qu'on va avoir, mais on va avoir des dégâts, je ne sais pas, le gel. En plus, tu dis ça avec le sourire, tu sais. C'est vraiment comme un défi, quoi. Tu commences à l'accepter, en fait. D'un moment, tu l'acceptes. De toute façon, quand tu viens dans le maraîchage, tu te dis que tu vas maîtriser certaines choses. Et puis au final, la nature, elle te met KO assez rapidement. Et du coup, tu ne maîtrises rien, donc tu acceptes. Tu te dis, bon, voilà, je vais faire le moins pire. Et c'est ça que je vais obtenir, quoi. C'est comme ça qu'on travaille. Du coup, comme tu es en bio, au niveau des traitements, tu n'en utilises pas, en fait. Alors non, j'en utilise pas, sauf pour l'odorifort de la pomme de terre. Ouais. Que finalement, tu disais que tu n'utiliserais même plus. Enfin, c'était par rapport au cuivre. Ouais, le cuivre, non. Pas convaincu. Non. Après, je m'oriente vers les solutions naturelles. Et je me dis que une plante forte se défend toute seule et qu'elle n'a pas besoin de produits d'extérieur. Après, les produits que j'utilise, c'est des produits bactériens, de champignons, du petit lait, voilà, des solutions fermentées, des trucs comme ça, quoi, pour renforcer. Là, tu fais du préventif finalement pour éviter de... Ouais, c'est ça, du préventif. Et je me dis que le préventif, c'est aussi bien travailler son sol et bien l'enrichir surtout. Un sol riche fait que ta plante, elle va pouvoir se nourrir convenablement et se renforcer, tu vois. Donc, voilà. En tout cas, des solutions où tu les appliques sur la plante pour tuer le ravageur ou tuer la maladie directement, pour moi, ce n'est pas la bonne solution. Je comprends. Ouais. Par exemple, pour lutter contre les altises, ouais, c'est pareil. Non, mais c'est pareil avec le corps humain. Pour lutter contre les altises, tu dis les altises, c'est des insectes. Ce qui mange les insectes, c'est les chauves-souris.
Donc, si on avait une population importante de chauves-souris, peut-être qu'on en aurait moins, quoi. Parce que l'altisme, c'est pas un grand danger, hein. Je veux dire, moi, il y a des maraîchers, quand j'ai commencé, ils me racontaient qu'ils mettaient des voiles à mailles épaisses pour les altises, et ça suffisait. Alors que là, aujourd'hui, tu mets un voile, même un voile à petite maille, ça ne suffit pas, quoi. Il faut vraiment un voile épais pour les empêcher d'attaquer ton chou. Mais comme quoi, enfin, une petite pression d'altise, c'est pas grave. Et puis même le chou, hein, quand il n'y a pas beaucoup d'altise, vers l'arrière-saison, quand tu plantes tes choux, c'est pas grave, quoi. S'ils se font manger un petit peu des feuilles, ils mangent un peu pour leur survie, pour se reproduire, ils font ce qu'ils ont à faire, mais c'est pas suffisant pour empêcher le chou de grandir et de faire sa pomme, quoi. Donc, je pense que si on avait une biodiversité importante, on n'aurait pas ces problèmes-là. C'est comme la mouche du poireau ou la mouche de la carotte. Moi, j'ai jamais voilé mes poireaux et mes carottes. Et pourtant, dans d'autres fermes, ils sont obligés de voiler leur culture, sinon ils se font attaquer comme pas possible, leurs fruits et leurs carottes. Pourquoi eux, ils se font attaquer et pas nous? J'en sais rien, mais c'est clair que la biodiversité environnante y est pour quelque chose, à mon avis, quoi. Et vous faites des actions ou est-ce que vous avez des échanges avec les autres agriculteurs de la région ou du département pour faire des actions sur la biodiversité? Ou même sur d'autres sujets d'ailleurs? Alors, sur la biodiversité, non, enfin, parce que quand tu fais de la biodiversité, tu la fais surtout à l'échelle de ta ferme, de ton écosystème. Mais oui, on interagit. Alors, si tu veux rester dans ton coin quand tu es agriculteur, tu peux, il n'y a pas de souci. Mais sinon, il y a plein de formations qui sont organisées, des rencontres sur différents sujets, différents thèmes. Ça peut être des sujets techniques, ça peut être des sujets humains, des sujets sur la commercialisation. Il y a plusieurs instances qui font ça, le GAB de France, le groupement des agriculteurs de France, et la Confédération paysanne. Après, les syndicats, ils sont aussi là pour ça, pour créer du lien. Donc, moi, je suis proche de la Confédération paysanne. Il y en a d'autres, c'est plus la FNSEA. Bon, ils font ce qu'ils veulent, il n'y a pas de souci. Mais voilà, on se regroupe surtout entre agriculteurs qui ont la même pratique, la même philosophie. Que moi, j'ai des voisins qui sont céréaliers, qui sont conventionnels, qui sont syndiqués à la FNSEA, mais moi, ça me concerne pas, quoi. Je n'interagis pas plus avec eux. Quand on discute, on parle de choses, mais les interactions, elles se font surtout avec les agriculteurs qui sont comme moi, pour ces agricultures paysannes, qui cherchent à augmenter leur biodiversité. Avec le réseau aussi de semences, on essaie de créer un réseau de semences paysannes en Île-de-France. Donc, du coup, forcément, ça crée du lien, on s'échange des graines, on s'échange des porte-graines, etc., quoi. D'accord. Et à l'échelle de l'exploitation, c'est quoi vos objectifs futurs d'ici 2 à 5 ans? Alors, d'ici 2 à 5 ans, d'ici à 2 ans, mon objectif prioritaire, là, c'est de travailler 8 mois dans l'année, 2 semaines en alternance avec d'autres personnes, quoi. Tu disais que ton objectif, c'était? C'était de me prendre des vacances. C'est en gros de travailler 2 semaines en alternance, on va dire octobre à mai, au mois de mars, de octobre à mars, et travailler 2 semaines en alternance avec un autre maraîcher, quoi. Donc avec les autres maraîchers de la ferme surtout, et de mutualiser les cultures de maraîchage. Parce que là, actuellement, on a nos cultures de maraîchage, nos voies de commercialisation. L'idée, c'est de tout mettre dans un pot commun et voilà, de gagner du temps, quoi. De gagner du temps et de gagner du temps. Voilà, c'est le premier objectif. Le deuxième objectif, je dirais, c'est de me fixer sur l'enrichissement du sol et le renforcement des plantes, d'avoir une méthode bien définie, quoi. Là, je suis encore en stade de recherche, on va dire. Le deuxième objectif, ce serait de renforcer avec des solutions, de savoir ce que je fais. Là, je mets un peu plein de produits, du petit lait, des solutions fermentées, du thé de compost. Enfin, tu vois, je mets un peu tout ce que je peux mettre. De la paille. Enfin, voilà, j'espère que ça marche, mais je n'ai pas encore bien défini. Enfin, je ne suis pas encore calé là-dessus, quoi. Je ne suis pas rassuré sur ce que je fais. Je sais que c'est bien, mais dans quelle mesure, à quel niveau, je ne sais pas, quoi.
Donc, même au niveau de l'organisation de mon temps par rapport au temps que je dédie pour ce genre d'action, je pourrais passer ma journée à épandre des produits sur mes plantes, quoi, mais il faut aussi rationaliser ça et le faire correctement, quoi, donc au bon moment, etc. Donc ça, c'est le deuxième objectif. Et le troisième objectif, c'est d'être autonome au niveau de mes semences, de faire mes propres semences sur quasi la totalité, quoi. Pas tout, mais la totalité. Et l'idée, c'est de ne pas acheter aux maisons de semences mes graines, mais plus de faire du troc avec les autres maraîchers qui font pareil, qui font comme moi, quoi. Et là, une fois que j'aurai fait ça, le quatrième objectif, ce serait de passer la main à un jeune maraîcher, du coup, lui montrer clé en main le nouveau modèle, où il travaillerait très peu, on va dire, avec un système où voilà, il serait autonome sur ses semences, il aurait de bonnes pratiques écologiques, enfin, au niveau de la biodiversité, de son sol, et voilà, quoi. Enfin, un bon modèle, le modèle qu'on veut, pour lequel on va, quoi, qu'on veut montrer que ça marche, quoi. Donc, expérimentation, application, pérennisation et transmission. Là, tu as bouclé la boucle. Exactement. Donc, pour toi, l'avenir de l'agriculture, c'est finalement plus de temps libre, des bonnes pratiques qui ont bien été transmises finalement pour renouveler les générations. Et du collectif. Et du collectif. Tout seul, pas possible. Et c'est vrai que moi, j'ai remarqué, c'est que quasiment tout le monde, quand on se lance, on a notre petit ego, notre orgueil, on veut créer quelque chose, et c'est normal, hein, mais on est dans notre coin. Et en fait, on réinvente la roue sur plein de sujets. Alors que maintenant, avec l'expérience, je suis plus là à vouloir mutualiser, me fondre dans le groupe, faire quelque chose en commun, parce que tout seul, tu vas pas loin, quoi. Et tout seul, tu vas pas loin. Et ce qu'il faut, c'est mutualiser, travailler en collectif, travailler en groupe. Et ça, c'est pas évident, quoi. C'est facile à dire, mais c'est pas évident à mettre en place. Tu es la troisième personne que j'interviewe qui me dit se rassembler, se réunir en groupe, c'est indispensable. C'est pas comme à l'époque où on avait son petit champ, on bossait tout seul. Là, avec le monde d'aujourd'hui, c'est compliqué. C'est ça, mais c'est pas évident parce que quand tu te lances, tu sais que c'est bien le collectif, mais tu sais pas à quel point c'est important et c'est vital, quoi. Parce que tout seul, tu tiens 7 ans maximum et puis tu as envie de passer à autre chose. Mais si vraiment on veut pérenniser le modèle agricole qu'on défend, il faut le faire à plusieurs, quoi. Tout seul, c'est pas jouable. Ouais, je vois. Et du coup, c'est ce que tu conseillerais aux jeunes qui ont conscience que l'environnement, c'est important, que travailler les sols, que s'intéresser à l'agriculture, c'est important. C'est le premier conseil que tu leur donnerais s'ils sont un peu frileux. Alors, s'ils sont un peu frileux, je leur dirais qu'on a essuyé déjà plein de plâtre pour eux. Alors que moi aussi, hein, quand je me suis lancé, certains avant moi avaient essuyé beaucoup de plâtre. Et du coup, là, je pense que ça va, ils peuvent se lancer sans trop se mettre dans le rouge, en burn-out. Et que si ils se lancent en n'ayant pas trop d'ego, pas trop d'orgueil, en écoutant les anciens, en écoutant ceux qui se sont cassés la gueule avant eux, je pense qu'ils peuvent avoir ils ont de grosses chances de tomber sur un bon modèle, quoi. Et non, un conseil que je donnerais aux ingénieurs, c'est que si on veut vraiment faire de l'ingénierie, c'est dans les champs et pas dans les bureaux, pas dans les laboratoires. Pareil pour les chercheurs, c'est les expérimentations dans les labos, c'est bien, mais pour moi, l'expérimentation, elle se fait d'abord sur le terrain, quoi. Et quoi de mieux qu'être maraîcher pour faire ces expérimentations, quoi. Accompagné, évidemment, par des personnes compétentes. Hein, mais... Oui, ça revient à ce que tu disais, se réunir, mixer les compétences et échanger les uns des autres. C'est ça, exactement. Si on pouvait avoir un labo de recherche au sein de la ferme, ou en Ile-de-France, là, axé sur les fermes, être présent beaucoup plus, je pense qu'on y gagnerait beaucoup plus qu'eux travailler de leur côté et nous, de notre côté, à regarder des revues, à regarder ce qui se passe de loin, mais à essayer de les intégrer dans notre ferme, mais ce n'est pas évident, quoi. Il y a des pratiques qui sont sûrement bonnes quand ils ont fait leurs tests, mais les intégrer, nous, sur notre écosystème, ce n'est pas toujours facile, quoi. Si on avait plus de mixité là-dessus aussi, ce serait génial, quoi. Tu constates qu'il manque un pont entre la recherche, les analyses et les exploitants. La première chose qui nous manque, c'est les instruments. Tu vois, si tu veux faire des relevés de sève pour voir voilà, si ta plante elle est forte ou pas, parce que tu vois, je te disais tout à l'heure que ce que je veux, c'est renforcer la plante pour qu'elle puisse se défendre toute seule et se nourrir, etc. La première chose, c'est de regarder la sève pour voir si elle a un taux de sucre important ou pas, quoi. Et ça, combien de maraîchers ont un réflectomètre pour mesurer? Combien de maraîchers ont un microscope chez eux?
Hmm. pour aller voir si les solutions qu'ils appliquent, elles sont équilibrées ou pas. Hmm. Moi, je cherchais depuis 2 ans là, une formation pour se servir d'un microscope. Je n'ai pas trouvé. Et là, j'en ai vu une là, qui va se dérouler, mais dans le sud de la France, je n'ai pas le temps d'y aller, quoi. Ah ouais. Il y a plein de choses qui nous manquent. Alors, on pourrait monter en compétences ou être accompagné. Tu vois. Par exemple, une année, j'ai fait des pommes de terre dans un coin, primeur. Mon collègue Adrien en a fait à 5 mètres de moi. Ces pommes de terre, elles étaient. Lui, ses pommes de terre, elles étaient ravagées par les doryphores. Les miennes, elles étaient intactes. Il y avait un foyer à un endroit, ils sont attaqués à une plante, mais ils ne sont pas allés plus loin. Pourquoi? Et ça s'est passé une année. Alors, ça s'était déjà passé avec un maraîcher que j'avais connu il y a 5 ans. Mais depuis, je n'ai pas eu de retour. L'année dernière, j'ai essayé de refaire plus ou moins les mêmes pratiques qu'avant. J'ai pas eu les doryphores sont quand même venus. Donc, pourquoi à ce moment-là, qu'est-ce qu'il y avait dans la plante qui a fait que les doryphores ne se sont pas intéressés? Peut-être rien du tout. Peut-être que c'est un autre facteur. Peut-être que c'est juste un coup de vent qui les empêchait de venir. J'en sais rien. Mais j'aurais bien aimé, tu vois, avoir une personne ressource pour venir faire des relevés ou observer, enfin, m'aider à trouver la raison qui a fait que à 5 mètres de différence, il y a mon collègue qui avait ses pommes de terre ravagées par les doryphores et moi, elles étaient intactes. Qu'est-ce qui a fait ça? Je ne sais pas, je ne le saurais peut-être jamais, mais c'est là où on aurait besoin de quelqu'un qui vienne observer ce qui se passe, quoi. Hmm. Et parce que sinon, dans les laboratoires, ils font plein de recherches sur les doryphores pour savoir comment les repousser des pommes de terre, les cultures associées peut-être, etc. Mais c'est sur le concret, c'est sur le réel qu'on fait les vraies découvertes, quoi. C'est sûr. Mais je ne sais même pas si les chercheurs auraient pu trouver, parce que si ça n'arrive qu'une fois, c'est vrai que Ça c'est arrivé 2 souvent… fois déjà. Ah, Je l'ai vu 2 fois et j'ai une courte existence, j'ai une courte expérience dans le maraîchage. ouais. Ça fait que sur 5 ans, je l'ai vu 2 fois. Ok. C'est pas rien quand même. Ouais. Mystère à résoudre alors. Nouveau défi à relever. C'est ça. Alors je pense que c'est peut-être la couche de compost de lin que j'avais mis dessus qui les a repoussés. Parce que c'est comme ça qu'avait fait le premier maraîcher il y a 5 ans. Il avait mis une grosse couche de compost de lin. Mais son collègue à lui aussi utilisait du compost de lin, mais il a eu des doryphores. Donc pourquoi nous, on ne les avait pas eu à l'époque et lui, il les avait eus. Et là, Adrien, lui, il ne mettait pas du tout, très peu de compost de lin. Moi, j'avais mis une bonne couche. Et l'année dernière, j'avais mis une couche moins importante. Donc, je ne sais pas, est-ce que c'est ça qui avait fait que? Je ne sais pas. Faudrait demander aux doryphores. Appeler un spécialiste de la communication animale pour leur poser la question. Tu vois, mais par contre, si au moins on avait fait des relevés et des comparatifs, on aurait peut-être pu avancer ou éliminer des hypothèses, quoi. Ouais. C'est clair. Et c'est ce qu'on va essayer de faire, en tout cas avec ce stage en agronomie, en tout cas sur les paramètres qui sont possibles de tester. J'espère, ouais. En tout cas, ça plaît beaucoup d'autres collègues qui, quand ils apprennent qu'il y a une stagiaire qui va venir sur le thème, ça les intéresse énormément, quoi, parce que l'air de rien, on est, comme on en parlait tout à l'heure, la recherche, mais on est un peu perdu au niveau de tout ça, quoi. On n'a pas le temps de s'occuper de tout ça, quoi. C'est normal, on ne peut pas tout faire comme tu disais. C'est pour ça voilà, on peut pas tout faut se réunir avec des compétences complémentaires c'est pour ça. résoudre. Et puis, tu as des compétences que je n'ai pas le temps de développer. Et puis, voilà, quoi. Super. Écoute, j'en ai fini avec toutes mes questions. Merci beaucoup. En tout cas, j'ai appris plein de choses. Je pense que j'aurai plein d'autres questions quand je ferai mon stage. Et puis, voilà. Donc, on a fait tout le tour des petites questions que j'avais. N'hésite pas si tu as d'autres questions en préparation de ce fameux stage. Et puis, on se voit dans pas très longtemps, du coup. Ça marche. Tu viens quand, du coup? C'est à partir du 24 avril, a priori. De toute façon, je vais envoyer une convention. J'attends qu'on me fournisse la convention à signer, parce que c'est ce document-là qui va tout lancer. Et puis dedans, il y aura les dates exactes à valider. Donc voilà. Ok, super. Et tu penses au labo, là? Tu as eu des nouvelles? Oui, alors du coup, je les ai relancés et ils vont m'envoyer une proposition.
Et parce qu'ils m'avaient un peu oublié, donc je les ai relancés. Mais je vais les relancer encore une fois parce qu'ils ne sont pas très rapides. Mais en tout Ça cas, marche. ils m'ont bien pris en compte ma demande et je suis dans l'attente des devis. Ça marche. Et tu as pu contacter là, le contact que je t'ai envoyé? Olivia, oui, carrément. Bah, très bien, très sympa. On a bien parlé. Et je lui ai donné elle m'a donné son mail pour que je lui envoie mon protocole. Elle n'a pas encore eu le temps de le regarder, mais je vais la relancer aussi. Voilà. Donc, Bon, en bah, fait, j'ai chouette l'impression alors. que mon travail, c'est beaucoup de relance. Mais bon, ça fait partie du jeu. C'est beaucoup d'humains en fait, ouais, c'est Oui, ça. beaucoup de management. C'est ça, ouais. Voilà. Ça marche. Bah, Bon, bah, merci super beaucoup à alors. toi en tout cas et Ouais, puis à très bientôt. à bientôt, ouais. À bientôt. Salut. Ciao.